Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, avant de rentrer dans les détails, je voudrais dire combien ce rapport est important, bien sûr, et combien il est inquiétant. Inquiétant d'abord parce que, avec toute la compétence du département, il reste très complexe de comptabiliser l'empreinte carbone d'une collectivité, alors que pourtant c'est indispensable et même obligatoire. Inquiétant aussi parce que malgré les nombreuses mesures réelles et concrètes du département et malgré les ajustements à isopérimètre, la quantité de gaz à effet de serre émise n'a pratiquement pas diminué depuis 2021. Elle reste globalement la même à 115 000 tonnes équivalent carbone, avec probablement une marge d'erreur importante. Inquiétant enfin parce que l'objectif de neutralité carbone, comme l'a dit M. Dachary, à atteindre en 2050 dans le respect de l'accord de Paris, a peu de chances d'être atteint à ce rythme-là. En 2015, le monde entier s'était accordé pour rester en dessous des plus 1,5 degrés au niveau mondial. Malheureusement, au rythme où les choses évoluent, les plus 1,5 degrés devraient être atteints en 2028 déjà. Donc il faut aller plus vite dans la décarbonation. Ce n'est pas moi qui veux aller vite, c'est le réchauffement climatique qui va plus vite et qui s'accélère. On est en train d'en voir en ce moment en France les effets. Les anomalies thermiques de ce mois de juin ont enregistré une moyenne de plus 3,5 en France. Plus 3,5 degrés. Pourquoi notre bilan carbone au niveau départemental ne baisse pas significativement alors que les transformations opérées dans les collèges et les économies d'énergie ont un effet réel à long terme sur l'empreinte carbone? Le rapport ne le dit pas clairement, ce qui est un peu dommage pour le diagnostic. Les efforts du département sont réels, mais je ne sais pas si cette stabilisation est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on n'arrive pas vraiment à faire baisser ces émissions. Agir pour la décarbonation génère des bénéfices évidemment pour la santé, en luttant contre les îlots de chaleur, en renaturant les paysages, ce qui génère aussi des bénéfices pour l'environnement, mais aussi pour notre économie à long terme. Je le souligne, pas pour les écologues qui ont fait ce rapport, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont parfaitement conscients de tout ça, mais la plupart des alto-séquanais, y compris peut-être des fois dans cette assemblée, ne comprennent pas que la décarbonation impose de changer d'habitude, de renverser des fois des monopoles dominants, et ça ne se fera pas spontanément. Si on est tous ici convaincus qu'il y a urgence climatique, que les pics d'aujourd'hui à 40 degrés seront dans quelques années des pics à 50 degrés, et que la plupart des arbres qu'on a plantés ne survivront pas, alors il faut admettre qu'il ne faut pas juste un plan de décarbonation non contraignant, mais un plan d'urgence climatique. Je ne critique pas pour critiquer, car le département a investi beaucoup pour se développer, pour se renouveler, tout en stabilisant ses émissions de gaz à effet de serre. Mais le bilan du plan de décarbonation 2022-2024 montre qu'il n'était pas assez contraignant. J'ai bien peur que l'on refasse encore la même erreur pour le plan de décarbonation 2025-2027. Par exemple, je rappelle que 33% des émissions de gaz à effet de serre du département sont liées aux produits achetés. On ne peut pas juste dire aux prestataires de prendre en compte des considérations environnementales. Les fournisseurs doivent associer à leur grille tarifaire un facteur d'émission de chaque item, c'est-à-dire indiquer le volume d'émissions de gaz à effet de serre généré pour fournir le produit ou service considéré. À prix égal, le poids carbone d'un produit ou d'un service peut varier du simple au double, voire plus. Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, le SPASER, même avec une forte sensibilisation, ne suffira pas pour responsabiliser les autres acteurs ou nos partenaires, sauf si on rajoute peut-être des bonus ou des malus. Dans le plan d'action précédent, il était précisé par exemple que les cantines des collèges devaient favoriser un approvisionnement responsable en termes de qualité et de quantité. La formulation n'était pas contraignante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nos deux partenaires, Sodexo et Elior, n'ont d'ailleurs fourni aucun bilan carbone sur les aliments servis depuis 3 années, alors qu'on sait que les collèges représentent un tiers de l'empreinte carbone du département. Si on ne met pas la pression sur ces fournisseurs pour avoir cette transparence, on n'arrivera pas à la neutralité carbone. Toutes les propositions d'action du plan de décarbonation 2025-2027 vont dans le bon sens, même s'il n'y a pas d'annonce surprise. Il y a juste une mise en valeur de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été déjà entrepris, et il n'y a toujours pas, malheureusement, d'objectifs chiffrés.
Dans les 7 leviers d'action, ce plan néglige cependant quand même l'empreinte carbone numérique des IA génératives, dont l'utilisation sera extrêmement gourmande en énergie et en eau, et dont personne n'a vraiment mesuré l'impact carbone. Il y a beaucoup de nos agents qui sont en télétravail, ce qui diminue l'empreinte carbone de leurs déplacements, mais combien utilisent ou vont utiliser des IA génératives? Quel sera l'impact? Ça, on ne l'a pas calculé non plus. Les puits de carbone sont abordés à travers tous les plans de végétalisation, de désimperméabilisation et d'acquisition d'espaces naturels sensibles, ce qui est essentiel. Mais on nous sous-estime encore peut-être l'importance de la Seine et des zones humides. Une étude récente a montré qu'une majorité de l'accumulation de carbone terrestre depuis plus de 30 ans se fait dans des environnements sans oxygène, c'est-à-dire dans les zones humides. Peut-être qu'il faudrait les favoriser pour absorber plus les précipitations. Maintenant, si on prend du recul, et le rapport le dit, ramener au nombre d'habitants des Hauts-de-Seine, la part carbone de l'activité départementale ne correspond qu'à 70 kg d'équivalent CO2 par alto séquané. C'est proportionnellement faible quand on sait que chaque individu pèse à lui seul 8 tonnes équivalent CO2, voire 12 tonnes quand on est plus aisé. Mais le département pèse beaucoup plus que cela. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a une image, il a un rayon d'action, il a une influence importante. Vous avez fait de ce département un acteur respecté et écouté par les milieux économiques. Paris La Défense est le premier quartier d'affaires le plus attractif en Europe après la Cité de Londres et le 4e dans le monde. Ce quartier abrite notamment les sièges de nombreuses entreprises françaises et étrangères, ainsi que toutes les autorités bancaires, dont une partie finance la prospection de nombreux gisements fossiles responsables du réchauffement climatique. Vous voulez faire de Paris La Défense le premier quartier d'affaires post-carbone de dimension mondiale. Alors réunissez tous ces acteurs économiques. Les Total, les BNP, les Sociétés Générales, les Engie et les dizaines d'entreprises présentes et qui ont un impact carbone important, organisez une COP des acteurs de la défense, trouvez en concertation des solutions systémiques pour diminuer les gaz à effet de serre significativement de la planète, un vrai plan de décarbonation. Servez-vous de l'influence du département des Hauts-de-Seine sur ces grands groupes, faites de notre collectivité un leader mondial post-carbone, puisque vous en parlez, et de transition écologique. C'est cela qui développera l'attractivité de Paris La Défense, tout en sauvant l'humanité du désastre climatique. Merci. Bien, alors, pour rentrer dans le débat global, M. Dachary a beaucoup parlé, comme vous d'ailleurs, de la problématique nationale et mondiale. Nous en avons tous globalement conscience, mais nous sommes ici une assemblée départementale et nos moyens d'agir directement sont ce sur quoi on peut décider. Je n'ai pas la prétention de pouvoir décider à la place des autres. Pour autant, je note que vous avez indiqué et que vous reconnaissez que nous allons, en tous les cas au niveau départemental, dans le bon sens. Vous avez indiqué pour autant, et c'est vrai, que c'est difficile d'évaluer, parce que même là, tout ne dépend pas effectivement que de nous. Et nous avons eu que 2% globalement. Vous dites c'est peu, ça pourrait être plus, mais là où on a vraiment la main en direct, c'est beaucoup plus que 2%. Si je regarde sur les carburants, par rapport à nos achats, c'est moins 57%. Si nous sommes sur la consommation globale des bâtiments, c'est moins 14%. Si on fait un focus sur les bâtiments collèges, c'est 20% de baisse. Et puis, avec tout ce que nous avons mis en œuvre aussi pour augmenter les surfaces naturelles sensibles, c'est plus 9% de captation de CO2. Par contre, il est vrai que tout cela ne fait pas 100% de notre activité. Vous l'avez vous-même souligné, et avec le bon chiffre, nous avons 33% de ce qu'on peut dire d'émissions de carbone qui sont dues aux achats de biens et de services. 33%, donc ça fait une part importante. Et là, vous nous dites qu'il faut être plus contraignant
vis-à-vis des gens auprès de qui vous achetez. Bien, on l'est quand on peut. Et dans nos appels d'offres, et de plus en plus, nos services veillent à ça. On met quand même, dès le départ, un certain nombre de contraintes. Mais, une fois encore, je ne comprends pas quand vous dites bonus-malus. Je ne vois pas comment on peut appliquer sur les prix, pas dire vous répondez pas bien, donc on augmente les prix. Mais après, il y a une réalité. Il faut bien qu'on achète. Donc même si ça ne va pas au bout de ce qu'on souhaiterait, mais si on n'achète pas, derrière, ça ne tourne pas. Donc à un moment donné, on peut être incitatif, c'est considérer que ce n'est pas suffisant. On peut serrer par les cahiers des charges, mais on n'est pas à la tête des entreprises, où c'est par les textes qu'il faut faire aussi évoluer. M. Ouzoulias, c'est parti, moi je ne suis pas parlementaire, président de département, de comment voir évoluer pour que eux aussi rentrent dans une espèce de système. Et à un moment donné, je suis bien obligé de faire les achats. Sinon, on ne tourne pas. Voilà. Et ça, vous l'avez dit, ça représente 33%. Les déplacements, qu'on veuille ou non, ça s'améliore. Et pas que nous, on y participe, mais on voit bien le nombre de trams qui sont créés, de métros, donc à terme, c'est-à-dire, et de qualité. Donc ça veut dire moins de déplacements voitures, les pistes cyclables, et vous le savez, on fait beaucoup, donc ça, là aussi, ça devient un mode de déplacement. Mais pour autant, ça aussi, ça pèse, et fortement. Et même si on fait, comment, même si j'ai mis les pistes cyclables, même si on a développé les transports, comment j'oblige quelqu'un à ne pas prendre sa voiture? Voilà, donc on est incitatif, on met en œuvre, mais on ne peut pas peser forcément, nous, par la contrainte surtout. Et une fois encore, c'est peut-être là, et vous m'en faites le reproche, mais où nous avons une différence sur la forme, pas sur le fond. Je crois que sur le fond, on a tous pris conscience d'un certain nombre de choses, mais sur la forme, c'est que moi, je suis plus pour expliquer, faire comprendre et que les gens adhèrent que la contrainte. On ne fait pas par la contrainte, on ne fait pas évoluer les choses. C'est par adhésion qu'on les fait les plus vite évoluer, à mon sens, que par la contrainte. Voilà, donc c'est pas du laxisme voilà, de notre part, mais la contrainte. Regardez, la contrainte de la ZFE, finalement, est devenue quoi? Vouloir aller trop vite et être trop contraignant. Finalement, il n'y en a plus. Voilà. Est-ce qu'à la finale, c'est bien? Ben non. Ben voilà. Mais peut-être qu'en s'y prenant autrement, on aurait pu y arriver. Voilà. Parce que qui ça a mis en difficulté? Ça a mis en difficulté les gens qui avaient peu de moyens. Voilà. Et donc, du coup, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être pas les empêcher de pouvoir travailler quand même. Voilà. Et donc, on a revu le texte et il n'y a plus, me semble-t-il, le Parlement a voté la fin de la ZFE. Voilà. Ce qui n'est pas en soi une bonne chose, mais il fallait accompagner, ça a expliqué accompagner et apporter des aides pour que les gens puissent éventuellement changer de véhicule. Oui, mais voilà. Donc, voilà, c'est pas que la contrainte qui fait. Bon, donc nous avons pris acte de ce rapport. En tous les cas, nous essayons, et vous le reconnaissez, c'est bien ensemble, je crois, parce que vous votez tout à ce niveau-là, de faire en tous les cas ce qui nous concerne mieux et d'apporter notre petite pierre à l'édifice.